l'adjointe au maire et à la mémoire, Madame Laurence Patrice, de nous avoir permis d'entreprendre les démarches pour avoir cette salle, et notamment les personnes de son secrétariat avec lesquelles nous avons travaillé. Je remercie l'ensemble des personnels de la ville de Paris qui se sont mis dans l'urgence à notre disposition pour que cette réunion, cette rencontre débat se tienne dans les meilleures conditions. Je vous souhaite évidemment la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir, quand je dis nous, c'est l'Institut d'Histoire Sociale CGT du Livre Parisien, de vous voir si nombreux ce soir. Ça nous donne aussi des responsabilités importantes parce qu'il va pas falloir vous décevoir. D'autant que le nombre que vous êtes est partagé au moins en 3 catégories. Une catégorie de ceux et celles qui ont, et surtout de ceux, puisque c'est très très majoritairement des hommes qui étaient salariés ou parisiens, c'est plutôt ceux qui ont vécu le conflit. Il ne va pas falloir raconter n'importe quoi, mais heureusement on a une personnalité habilitée à nous rectifier si jamais on était dans l'erreur, qui vont, j'espère, apporter des témoignages, des récits. On les attend, on les espère, parce que c'est pas tous les ans qu'on a la possibilité de fêter un cinquantenaire, c'est la seule fois dans l'histoire, et que dans 10 ans, ça sera trop tard, il faut dire les choses franchement. Ce qui ne sera pas dit ce soir, on passera à l'oubli. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont rentrés, et dont je fais partie, et comme beaucoup, après le conflit, et donc ont été percés par l'épopée, certains diraient la légende du conflit. Ils raconteront peut-être comment ils ont vécu les choses et comment on leur a raconté, et ils raconteront ce qu'on leur a raconté, on pourra vérifier si ça correspond peu ou prou à la réalité. Et enfin, il y a celles et ceux plus jeunes qui sont pas de la profession, c'est pour un handicap, mais qui ont entendu vaguement parler de cette affaire, de ce conflit, et qui veulent légitimement en savoir plus. Voilà. Alors vous savez, on a une tradition, surtout avec Roger, c'est de réunir les catégories, donc on ne va pas dévier à cet objectif, et donc l'auditoire nombreux devrait nous permettre de passer une soirée intéressante. Alors vous avez vu, j'ai complètement oublié les notes que j'avais prévues. Je vais vous présenter nos invités, à commencer par celui qui est à ma droite et donc à votre gauche. C'est Michel Pichenet. Il est historien, professeur honoraire à l'université de la Sorbonne, à l'université parisienne, celle de Panthéon-Sorbonne, spécialiste du mouvement ouvrier. Il a écrit et participé à énormément d'ouvrages collectifs. C'est un historien extrêmement éminent, évidemment, spécialiste du mouvement ouvrier et qui donc travaille collectif, ce qui a tout pour nous plaire. À ma gauche, dans quelle catégorie de quoi, si tu étais boxeur ou pas, Roger? Comment? Voilà. Il en parle à lui-même. Roger Landry, qui a été pendant 30 ans le responsable de la presse au syndicat général du livre, et puis, qui est une figure, presque on peut dire un monument de notre profession. C'est bien de venir le rencontrer, vous ne serez pas déçus. Il est à la tribune comme il est toujours, il ne cache rien, et vous ferez connaissance, pour certaines, notamment les plus jeunes, avec une personnalité, un militant, un responsable syndical du commun. On reviendra au moment de leur prise de parole sur quelques aspects de sa biographie, mais je crois que l'essentiel est fait. Et puis, ces conditions de santé qui se sont malheureusement gravement détériorées ne permettent pas à Maurice Lourdes d'être parmi nous, vous l'avez constaté, nous le regrettons profondément. Il nous entend et il nous voit, mais il ne peut pas intervenir, hein, c'est bien ça, malheureusement. Bon. Maurice Lourdes, je vais éteindre.
Maurice devient, à partir de 1975, de l'été et de l'automne principalement, le responsable d'une commission qu'on appellera par dérision ou pas, je ne sais pas, ceux qui en ont fait partie, donc je ne suis pas, le diront, la commission des loisirs qui va organiser l'ensemble des activités concrètes liées à la lutte de ce conflit. Quand je dis concrète, ce n'est pas seulement les actions, les actions, vous voyez, mais c'est l'ensemble de la propagande et des interventions pour que le conflit ne soit pas enterré. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre propos. Voilà, alors pour ne pas perdre de temps, l'objectif c'est que moi je parle le moins possible. Je vais donner la parole à Michel Puisnet qui va nous transporter 50 ans en arrière dans la France du milieu des années 70 et ensuite on commencera à poser quelques questions à Roger Ancry. Voilà Michel, tu as la parole. Merci, et je vais d'abord commencer par quelques précautions. Je l'ai bien dit à Marc quand il m'a proposé de venir, je ne suis pas spécialiste du livre. Mais je me suis dit qu'il m'avait peut-être sollicité parce que je suis spécialiste des dockers. Et imaginez-vous qu'il y a plus d'un point commun, malgré les différences géographiques, culturelles entre les deux secteurs. On y reviendra, je pense, dans la discussion. En tout cas, ce qu'ils ont en commun, et ça me paraît là vraiment essentiel, c'est que les uns et les autres sont des praticiens d'un syndicalisme de classe et de masse. Et j'ajouterais de place aussi, de place au sens territorial du terme ou entreprise du terme. Et il me semble que dans le cours de cette action, de cette longue action du Parisien libéré, ces trois caractéristiques ont joué dans tous les sens du terme, positivement et parfois aussi en soulevant des problèmes. Donc comme j'ai commencé par vous dire que je ne connaissais pas grand-chose au livre, je vais le confirmer tout de suite en vous parlant d'autre chose, ou plus exactement en essayant de replacer ce long conflit, parce que quand même 29 mois, c'est pas une conjoncture, c'est plus que cela. Vous usez quand même deux gouvernements, Chirac et Barre, qui commence. Bon, vous restez avec un seul président, Giscard, mais pour le reste, il se passe des choses en dehors de la lutte, mais qui évidemment sont en interaction avec cette lutte. Alors il se passe des choses en France, mais, et le conflit a quand même aussi à voir avec ça, il se passe aussi des choses économiquement et politiquement dans le monde, évidemment, mais en Europe. C'est à partir de 1968 que les barrières douanières disparaissent à l'intérieur de ce qu'on n'appelle pas encore l'Union européenne, mais qui va prendre ce terme bientôt. Et ça, pour votre branche, je crois que ça a des effets, puisqu'une partie de la production va se faire hors des frontières nationales, en Italie, ailleurs, et au sein de ce marché commun. Et que ça a des effets sur votre activité. On est dans une période, économiquement, de transition. C'est-à-dire que on sort des 30 glorieuses qui n'ont jamais existé. En réalité, c'est une formule, c'est commode, mais ça serait difficile quand on connaît la situation des travailleurs
vivent à une époque glorieuse. On est encore dans une période où on rame pour retrouver le pouvoir d'achat d'avant la guerre. Ça ne commencera à s'améliorer véritablement qu'à la fin des années 50. Donc pour les 30 glorieuses, il faut repasser un peu. En revanche, ce qui est en train de changer, c'est qu'on va sortir d'une période de forte croissance. On avait des taux de croissance qui annuellement étaient toujours supérieurs à 5% et qui parfois pouvaient aller au-delà. Ça, en 75, il y a un coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt qui n'est pas lié au livre, mais que le livre enregistre, forcément, lui aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on change de période économique. Jusque-là, pour beaucoup, l'activité économique, en tout cas en France, se déroulait largement à l'intérieur des frontières. Ce n'est plus le cas avec le marché commun qui entre dans sa phase de développement, et puis aussi parce que on entre dans une période de mutation technique, technologique importante. Et ça vous concerne aussi dans le livre d'une façon générale. Et pour les contemporains, comme chaque fois qu'il y a une transition, il y a ceux qui ceux qui l'aperçoivent, qui essaient d'en comprendre les moteurs pour, si possible, la maîtriser, et il y a ceux qui la vivent en regardant dans le rétroviseur et qui pensent que c'est un mauvais moment à passer, qu'on s'en sortira, qu'on pourra continuer comme avant. C'est vrai pour les techniques, comme c'est vrai pour l'économie. Alors, l'économie. On est dans une phase où précisément cette transition, l'économie française était réglée, était une sorte de compromis depuis la libération entre le marché et le plan. Alors, il y a toujours une planification qui continue. Il y a un sixième plan entre 66 et 70. Il y a un septième plan entre 70 et 75, mais ce ne sont plus les mêmes objectifs. On abandonne à partir de 75 des objectifs de croissance chiffrés. On met l'accent sur des aspects dits qualitatifs. On prend en compte le fait qu'on entre dans une mondialisation et que dans cette mondialisation, il faut, alors quand je dis on, ce sont ceux qui tiennent le manche, c'est-à-dire les classes dirigeantes, qu'elles soient à la tête de l'économie ou qu'elles soient à la tête du système politique. Et entre ces classes dirigeantes, il y a des interactions, elles ne se confondent pas, mais elles dialoguent et elles essaient d'agir conjointement. Et dans ce cadre-là, Pompidou, avec son cinquième plan, sixième plan, de 66 à 70, avait mis l'accent sur ce qu'il appelait l'impératif industriel. Aujourd'hui, parler d'impératif industriel, ça pourrait sembler un programme éminemment intéressant. Mais ce qu'il entend par là, c'est d'abord dégager ce qu'il appelle des champions nationaux. Et ces champions nationaux, ça va être par secteur, par branche, une ou deux entreprises. Et ces
par rapport à ces champions nationaux qu'il faut réorienter les investissements, les aménagements collectifs et tout ce qui accompagne la fiscalité, la formation et y compris, le cas échéant, la législation. Le 7e plan continue sur cette voie avec cette nuance importante près que, alors que jusqu'à présent l'emploi était inscrit dans le plan comme une priorité absolue, l'emploi n'est plus une priorité absolue. L'emploi devient une variable d'ajustement et on se prépare et on réfléchit à ce qu'il va falloir faire pour gérer un emploi dont, avec l'entrée dans le marché européen et international, on sait qu'il s'accompagnera d'une montée du chômage. Cela, c'est prévu, cela, c'est tant bien que mal quantifié. Et ça l'est aussi dans vos activités. Quand le 7e plan prévoit qu'il y aura 15 000 à 20 000 emplois qui disparaîtront dans votre branche, sur, je crois à l'époque, 115 000 à peu près, ça fait partie de ces prévisions. Ça ne veut pas dire que c'est un objectif à atteindre, bien entendu, mais c'est intégré dans les efforts qui vont être menés. Et pourquoi cela? Bien parce qu'il va falloir moderniser, pour paraphraser le Trump d'aujourd'hui, moderniser, concentrer et restructurer. Et déjà envisager des délocalisations. Alors ces délocalisations, elles peuvent se faire à l'échelle d'une agglomération, de Paris-Centre vers la banlieue, mais elles vont se faire aussi de l'agglomération parisienne vers la province, voire vers l'étranger, pour une partie de l'impression. Ça, chez vous, mais cette réflexion et ces projections-là, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas propres aux industries graphiques, que ça, c'est précisément la vision des modifications économiques qui sont en cours. Voilà. Alors, on sait que socialement, ça ne va pas se faire tout seul. Et on le sait d'autant plus que il y a eu quand même 68. Et sur le plan social, on est encore, au moment où le conflit du Parisien libéré va démarrer, on est encore dans la période de ce que les historiens appellent les années 68. C'est-à-dire, encore une fois, ça ne démarre pas en 68, ça a commencé dans les années antérieures, il y a une montée des luttes, une montée de la contestation sociale qui remet en cause précisément les objectifs productivistes et les retards pris par les travailleurs sur les possibilités d'amélioration des conditions de vie, mais ça explose en 68 parce que précisément il y a un blocage, ça ne négocie pas et il faut à un moment une grève généralisée pour faire sauter le bouchon. Et donc il y a ce mouvement unique dans le monde, je n'y reviens pas, ce n'est pas l'objet du propos, mais ça ne redescend pas après 68. Le niveau des luttes en France reste élevé pendant quasiment toute la décennie 70. Alors il y a des fluctuations. Il y a un pic en 75, mais ça ne descend jamais si on prend un critère de mesure qui est le nombre. C'est un critère fourni par le gouvernement. Alors, ils appellent ça le nombre de journées non travaillées. Bon, vous comprenez, jour de grève, mais on ne va pas dire jour de grève, jour non travaillé, ne descend jamais, sauf en 78, mais c'est une année électorale.
en dessous de 3 millions de journées de grève, avec aux alentours de 4 millions, qui a un pic en 75 à 5 millions, mais vous voyez le niveau, c'est-à-dire un niveau 10 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Si on veut comparer les choses, donc un haut niveau de lutte, avec des avancées, avec des conquêtes locales, des conquêtes professionnelles, des conquêtes interprofessionnelles. Bon. Il faut bien comprendre que ni le gouvernement ni le patronat ne restent les pieds dans le même sabot face à cette situation. Confrontés à cette montée des revendications et au terrain qu'ils doivent, à ce qu'ils doivent céder sur le terrain, ils préparent l'avenir. Ils essaient de contrer cela. Alors, pour le contrer, il y a la modernisation qui n'est jamais socialement neutre. Déjà en 1870, un patron parisien disait « il n'y a rien de plus moralisateur pour les ouvriers que des machines ». Ben, ça reste vrai. Pourquoi non pas parce que les travailleurs doivent s'opposer au progrès technique, mais parce que le progrès technique, il est décidé, il est voulu par le patronat en fonction de ses intérêts. Et qu'il s'agit pour lui, à travers le progrès technique, d'accroître la productivité, de produire plus avec le même personnel, voire avec moins de personnel, c'est sa motivation. Bien, et donc, on entre dans une phase d'accélération de la modernisation, de la mécanisation, et déjà, à la fin des années 70, déjà des débuts du côté de ce qu'on appellera par la suite, c'est pas encore le terme utilisé, mais c'est ce qui deviendra le numérique par la suite, ça commence à se mettre. Et ça s'accélère d'autant plus que, économiquement, il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus coûteuses qu'auparavant. Le travail, on vient de le dire, mais aussi les matières premières. Et là, il y a dans les années 70 deux crises pétrolières qui sont en fait un rattrapage pour les pays producteurs de pétrole, mais plus largement pour les pays producteurs de matières premières, du pillage qu'ils avaient subi pendant des décennies d'impérialisme triomphant. Et donc ça renchérit les matières premières. Donc il faut moderniser pour économiser sur les coûts de production sur les matières premières. Dans ce contexte-là, de cette modernisation accélérée, le chômage refait surface. Alors que jusque dans les années 60, on avait globalement un plein emploi. Alors globalement, parce qu'après, si on regardait les choses dans le textile en particulier, si on regardait les choses dans les cuirs et peaux, on verrait que dès les années 50, il y a du chômage, parce qu'il y a des entreprises qui ferment, parce qu'il y a des délocalisations. Mais c'est à partir de la fin des années 60 que le chômage redevient une préoccupation. C'est nouveau depuis la libération. Et en 75, au cours de l'été 75, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on atteint le niveau de 1 million de chômeurs. Vous voyez, là encore, le conflit du Parisien libéré, il n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Et ça paraît énorme. Le pire est encore à venir. Mais 1 million de chômeurs, un ministre avait dit auparavant, si on atteignait 1 million de chômeurs, ça serait la révolution. Bon, on atteindra 1 million de chômeurs, ça continuera à monter, il n'y aura pas la révolution, mais bon. Et ça, évidemment, dans le rapport de force sociale, ça pèse. Ça pèse.
Et ça n'est pas pour rien que, sous l'effet des chocs pétroliers, sous l'effet de la modernisation, sur l'effet de la compétition internationale dans laquelle les gouvernements et les entreprises, les principales entreprises françaises, les fameux champions nationaux s'insèrent et entendent bien prendre place, il est évident que ce chômage risque de continuer à croître et que ça pèse parce que ça crée évidemment des conditions plus défavorables pour défendre ces conditions d'existence et pour les améliorer. Politiquement, enfin, la droite est au pouvoir. Alors, j'allais dire c'est une nouvelle droite. Bon, on sait qu'il y a une capacité de la droite au recyclage qui est assez grande, mais indéniablement, il s'est passé quelque chose en 1974 avec l'élection de Giscard d'Estaing qui enlève le contrôle de la Ve République aux gaullistes. En tout cas, à ceux qui se réclament du gaullisme. C'est la défaite de Chaban-Delmas, avec au passage la présidente Chirac, mais on ne va pas refaire les élections de 1974. Giscard d'Estaing est élu, donc lui, c'est le centre droit. La droite modérée, je suis toujours très sceptique sur ces termes de modéré, parce que c'est les mêmes modérés qu'on a retrouvés à Vichy entre 40 et 44, donc c'est une modération très particulière. Hein. Mais c'est une autre droite que la droite issue du gaullisme, et qui est elle-même en train de se transformer. Alors Giscard est élu, mais d'extrême justesse, 50,8%, contre le candidat de la gauche unie, François Mitterrand, qui donc en fait 49,2%. Ça s'est joué un peu, ça s'est joué sur, sans doute, la crainte de ce que l'arrivée de Mitterrand au pouvoir engendrerait, c'est-à-dire une application du programme commun qui, depuis 1972, depuis juin 1972, est le socle commun de la gauche, du Parti communiste, du Parti socialiste, des radicaux de gauche et de quelques ralliés politiques complémentaires, programme commun que la CGT soutient. Elle n'a pas été, me peut-être, invitée à négocier l'élaboration de ce programme commun. C'est une différence par rapport à 36. Mais elle l'a accepté. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations syndicales. La CFDT se réclame de la gauche, mais juge le programme commun beaucoup trop étatiste, centralisateur, enfin bref, elle ne le soutient pas vraiment. Bon. Mais il n'empêche, depuis 1972, la gauche vit à l'ombre de ce programme commun. Et ça a des effets aussi sur l'activité syndicale, au sens où, au fond, ça développe l'idée que l'issue et la satisfaction des revendications pourraient être acquis par l'élection et par le résultat électoral. Alors ça ne pèse pas encore forcément sur les luttes, puisqu'on a vu que les luttes se situent à un haut niveau, mais néanmoins, il y a cette idée programme commun dans les slogans des manifestations de l'époque. On avance telle revendication et puis ça finit souvent par programme commun, comme si c'était encore une fois l'issue. Donc,
évident. Alors, Mitterrand a déjà pris un peu quelques distances avec le programme commun, faisant valoir qu'une élection présidentielle, c'est pas comme une élection législative et que le candidat doit avoir ses propres objectifs. Donc, les propositions de Mitterrand s'inscrivent dans le cadre du programme commun en 1974, ne sont pas exactement ça. Ce qui va commencer à créer quelques problèmes qui vont aller en grandissant pendant le conflit du Parisien libéré. Mais on y reviendra tout à l'heure. Il faudra peut-être s'interroger à un moment si il y a des interférences entre ce qui se passe à l'intérieur de la gauche et les conflits, y compris un conflit comme celui du Parisien libéré. Bon, j'avais promis à Marc que je serais bref, et puis évidemment, il ne m'a pas donné de coup de coude, hein, je lui avais dit préviens-moi. Mais bon, je crois que à ce stade, je peux m'en tenir là, peut-être aussi des mutations qui sont d'ordre culturel, mais vous les connaissez bien. Oui, c'est vrai, pendant longtemps, du côté médiatique, il y avait la presse et la radio. Il y a de plus en plus la télévision. Et ça, sur la diffusion de la presse, sur le partage de la publicité, il y a des problèmes qui se posent et qui menacent les quotidiens, et donc qui risquent aussi d'avoir des effets sur l'activité, sur votre activité. Mais encore une fois, je m'en tiens pour le moment au cadrage. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, c'était des mises au point tout à fait salutaires. Merci Michel. Alors avant de passer la parole à Roger, je vais saluer un certain nombre de personnalités syndicales. Tout d'abord Gérard Hazard, ancien secrétaire de la Confédération. Pour la fédération, pour la FIPAC-CGT, c'est Romain Kman qui la représente. J'excuse Benoît Martin, le secrétaire général de l'UD de Paris, qui devait venir mais qui est retenu par ses responsabilités à la commission exécutive de la CGT, qui se tiendra demain. Mais j'en parle parce que je ne vais pas excuser tout le monde, je parle de lui parce qu'on a organisé donc à l'automne une deuxième séance sur le conflit du Parisien libéré, avec une thématique un peu différente, plutôt juridique d'un côté, et en même temps pour appréhender l'interprofessionnel et le rôle qu'ont joué les fédérations, les unions départementales, puisque ça a été un conflit de l'ensemble de la CGT. Et la personnalité, le rôle de Rick Razuki dans cette bataille. Je salue la présence de Didier Lourdes à la tête d'une délégation importante de son syndicat, le SGLCE, syndicat général du livre et de la communication écrite, du secrétaire général du SIPC, David Roussel, le syndicat des imprimeries de presse et de la communication, de nos amis de l'Institut d'histoire sociale de la CGT, représenté par Daniel Battan, et Jean-Claude Guay. J'en profite, et après j'en aurai terminé, pour saluer la présence de deux personnalités importantes, celle de Maurice Boivin, qui a été tragiquement et de maître Michel Henry. Roger. Alors, j'espère que tu vas répondre aux questions, mais c'est pas sûr. Comment ça commence? Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Et quelles furent vos premières réactions, tant dans l'entreprise qu'au niveau de la direction des syndicats du livre? Je vais essayer de parler sans micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est clair? Ouais. Comme d'habitude. D'abord, je voudrais remercier Marc Manguez et le comité social,
puisqu'il a pris la relève derrière Daniel Légereau, pour avoir organisé cette manifestation d'aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais rendre un deuxième hommage à nos camarades disparus qui m'ont accompagné dans ce conflit hors norme. Je pense à des camarades, je ne peux pas les citer tous, à Laurency, à Loiseau, De Vrienne et bien d'autres secrétaires qui étaient à nos côtés pour ce conflit hors norme dans le cadre du Parisien libéré. Une fois que les hommages sont faits, je suis très sensible aujourd'hui à cette présence. C'est une anecdote. En 1975 ou 76, on occupait avec le Parisien et tous les manifestants de la presse, du labeur, et bien toute la profession et la CGT, on occupait l'hôtel de ville. Sur les toits, il y avait les militants qui étaient sur les toits. Il y avait, à l'époque, c'était Chirac qui était le maire de la ville. On a occupé cette maison et d'ailleurs j'ai été matraqué parce que les manifestations qu'il y avait dehors ont été très violentes avant qu'on puisse approcher. Mais on avait réussi à les mettre sur le toit. C'est un souvenir mémorable. Et il a fallu que je négocie à l'époque le retrait en bon ordre de tous nos camarades qui étaient sur les toits après avoir obtenu une réunion avec le préfet Doublet, qui était de l'époque le préfet de région. Donc c'est un souvenir mémorable. On ne pouvait pas mieux faire que d'être dans cette maison et d'être reçu en grand compte, puisqu'on est dans l'endroit où se décide bien des choses sur la ville de Paris. Ceci étant, je vais essayer de vous planter le décor de ce conflit qui a éclaté avec le Parisien libéré. D'abord, le contexte. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi toutes les imprimeries de presse, tous les ateliers de routage, tous les ateliers d'expédition étaient dans le centre de Paris? Bien, la question, elle est posée au travers de la poste centrale de la rue du Louvre, qui est ouverte 24 sur 24 heures et 7 sur 7 de l'année. C'est-à-dire que quand on imprimait les journaux, la première édition, c'était les abonnés. Et les abonnés partaient directement dans les maisons de routage, et c'est la poste qui était en prestation de service permanente pour servir les abonnés. Voilà pourquoi toutes les imprimeries et toutes les entreprises étaient dans le centre de Paris. À ne rien vous cacher, les imprimeries, c'était 3e sous-sol ou 4e sous-sol d'immeuble pour éviter les nuisances. Les ateliers avec la clicherie, le saturnisme, le plomb en chaleur, les vapeurs d'aérosols, d'encre et de papier faisaient de nous des malades par anticipation. Avant l'âge, on était vraiment dans des conditions atroces de travail. Donc cette modernisation avec ce matériel obsolète était indispensable à être faite. On le savait. Et un beau jour, Amaury demande à la fameuse 4L, c'est-à-dire Laurency, Lepeu, Loiseau, l'entrée, je n'ajoute pas la route secours qui était lourdaise. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le rôle important qu'a eu Lourdaise dans ce conflit. Donc on rencontre Amaury aux Champs-Élysées, ça se situait en avril 1974. Il nous fait voir une maquette aux Champs-Élysées. Il dit voilà l'usine que je veux installer. Je vais la mettre en dehors de Paris,
puisque tout à l'heure vous avez évoqué que beaucoup d'entreprises étaient décentralisées de Paris pour aller en banlieue ou même dans une périphérie plus éloignée. Et de ce fait, je vais construire ces usines avec plusieurs imprimeries à l'intérieur. On a dit, nous, on est d'accord. On est d'accord pour moderniser, on en avait marre de travailler avec un matériel obsolète, dans des conditions inhumaines, et puis il fallait que l'on passe à la modernisation. Les machines étaient complètement vieilles. L'époque des cochers de Fiat, on roulait avec des machines incroyables, on faisait des productions minables, mais on travaillait et on sortait les journaux. Et à l'époque, le Parisien, c'était 1 million d'exemplaires. Donc, on était d'accord. On a fait une cinquantaine de réunions d'avril 1974 jusqu'à la fin de l'année. On a fait toutes les réunions possibles, aussi bien la Chambre syndicale typographique, que les correcteurs, que les mécaniciens lino, que le syndicat des libres, lesquels il y avait, que je représentais avec une dizaine de sections techniques. On a eu toutes les réunions nécessaires avec Amaury, pas avec Amaury, avec son staff de Véricourt, Rayon et Créault. Donc, on se retrouve en réunion et à l'issue de la réunion, une fois qu'on a terminé nos travaux, l'opération se faisait ainsi. 600 salariés, 300 en trop. C'est-à-dire que 300 risquaient de remplir les caisses du chômage. Puisqu'on a parlé que le chômage montait, nous avions 300 camarades sans solution. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, on va voir Amaury et on va lui présenter le résultat. On présente le résultat et là-dessus, ben, Amaury nous dit, alors, j'ai dit, voilà, vous avez des solutions. Parce qu'on était venu avec des solutions. Vous faites du 39 bis. Il faut savoir que dans la presse, on avait un statut privilégié sur le plan fiscal qui permettait de dégager des bénéfices pour reconstruire l'ensemble des usines et du matériel. C'est-à-dire qu'on avait un avantage qui permettait de thésauriser et de renouveler le matériel qui était vraiment obsolète. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'utiliser toute une série de propositions qui permettaient d'absorber ce personnel. On savait qu'il y avait une centaine, 110 camarades qui retrouvaient un emploi dans les 300, et on disait, il y a un turnover, avec le turnover, on va pouvoir permettre à ces camarades-là de partir en 13e mois, en congé ou en vacances. Donc on a expliqué toutes les possibilités, les départs en retraite. On est venu avec un catalogue de solutions. Amaury nous dit, messieurs, c'est clair, l'entrée, vous avez le contrôle de l'embauche. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous avez le contrôle de la débauche. C'était le conflit. Le conflit était inévitable. Et partant de là, automatiquement, il fallait rendre compte à nos camarades qu'on était bloqué par un employeur qui disait, moi c'est terminé, les 300, je ne veux pas connaître. Qu'est-ce qui s'est fait? Entre-temps, Amaury provoque un coup de force. Il décide, car il sortait son journal en 2 formats, le grand format et le tabloïd. Il faisait du tabloïd pour concurrencer Paris Jour qui était en train de damer le pion. Et il décide unilatéralement, aux petites écuries, je vais leur faire tirer 700 000 exemplaires du petit format. Et les autres, j'en veux plus. On se retrouvait qu'avec 100 salariés employés, et tous les autres, ils passaient à la trappe. On a dit, c'est pas possible. Alors on a dit à nos camarades imprimeurs, vous allez faire le chiffre
chiffre habituel de tirage, 400 000, 450 000, et après vous bloquez les compteurs. Et tous les autres salariés, on leur a dit, vous allez vous rendre à votre poste de travail, comme si rien n'était, et vous attendez qu'on vous donne le boulot. Le conflit a éclaté alors au grand jour, et là, il a commencé à faire des éditions pirates en banlieue, il a commencé à expédier des journaux, à faire imprimer en Belgique, il a commencé à mettre en place tout un plan de guerre. Donc, le conflit était inévitable, on était en plein cœur d'une possibilité de se défendre. Alors, examinons ensemble, si vous voulez, le rapport de force. Amaury, il avait d'abord la puissance financière, il avait un frigo, il avait un empire de journaux juteux, Marie-France, Point de vue, Page du Monde, et bien d'autres encore. Il avait l'équipe, le Parisien, c'est-à-dire que si on le compare au Big Boss d'aujourd'hui avec LVMH, Bolloré, Dassault, Bouygues, il était du même niveau de puissance. Donc il avait tout ça en lui, et en plus, il avait quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, la puissance des pouvoirs publics. Je m'explique. Il y a souvent des conflits du travail avec des ouvriers ou des salariés qui font grève contre leur patron. Ce sont des conflits de droit privé. Mais chaque fois que dans ces conflits, un intervenant intervient auprès des pouvoirs publics, ceux-ci votent en touche en disant « Ah, mais c'est du privé. Vous avez les lois, vous avez les prud'hommes, vous avez les tribunaux, vous avez vos conventions, démerdez-vous. Mais nous, on ne rentre pas dans ces conflits. Mais pour nous, dans la presse, dans le livre, dans la CGT, on avait les pouvoirs publics, à commencer par les députés, les sénateurs, le Premier ministre, le Président de la République, les milices privées, les imprimeurs qui étaient prêts à venir, là, comme des nécrophages, se servir sur la bête. Il y avait autour de ça, et même la Confédération France ouvrière est venue prêter main forte à cet employeur hors du commun, qui avait tout l'appareil d'État pour lui, et nous on était là avec nos petits moyens, puisque je vais vous les citer tout à l'heure. Je considère que ce n'est pas un conflit normal. Je considère que c'était un complot d'État contre les ouvriers du livre, contre la CGT, contre un bastion de la CGT, comme ils ont essayé de détruire ce que j'appellerais la sidérurgie, le charbon, le textile, et de temps en temps, ils s'attaquent au docker. C'était pas par hasard qu'ils nous attaquaient. Il fallait nous détruire et nous anéantir, car nous étions un mauvais exemple pour la classe ouvrière. Donc, pour moi, c'est un conflit qui devenait un complot, avec autant de force. Notre rapport de force à nous, lequel il était? Il faut savoir que le comité inter est une coordination. Ce n'est pas une structure de fait. C'est la réunion entre la chambre typographique, les correcteurs, les mécaniciens libéraux, les syndicats, le syndicat général du livre, avec toutes les sections techniques, et que chacun venait dans ce comité et acceptait automatiquement les décisions prises ensemble avec les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les secrétaires, car chaque section technique avait un secrétariat avec un trésorier. C'est ce que j'appelle un syndicalisme de proximité. C'est ce qui nous a sauvés, car si le balayeur était pris dans un ensemble, ou l'électromécanicien, il était noyé dans la masse. Mais là, non! Chaque
section technique avait la responsabilité de ses ressortissants, avec ses secrétariats. C'était très pointu. Moi, chaque année, j'avais une dizaine d'assemblées générales pour renouveler les directions syndicales de chaque, les clicheurs, les photograveurs, les électromécaniciens, les déparfos, les imprimeries, les messageries. Tout ce monde-là avait une structure et des bureaux de placement particuliers. Et il n'y avait pas du tout d'interférence entre le clicheur et le roton. C'est pas vrai. Chacun, jalousement, gérait son personnel et ses mouvements de personnel. Donc notre rapport de force était là. Pourquoi ce rapport de force nous a aidés? C'est que quand on a organisé la solidarité financière, il a fallu demander à tous les 6 000 salariés qui étaient hors conflit de payer 10% de leur salaire pour soutenir les 600 camarades qui étaient spoliés du Parisien libéré, car ils étaient 600. Donc, d'un côté, 10% en moins, et de l'autre côté, une solidarité. Mais heureusement que chaque section technique, nominativement, organisait sa propre solidarité dans son registre bien précis. C'est très important parce que ça permettait de me dire qu'on faisait du syndicalisme de proximité comme nulle part on trouve ailleurs. Et le fait le plus important, je le signale, 6600 salariés privés de 10% de leur pouvoir d'achat, puisqu'on était tous à 90% de leur revenu. 90% et on alimentait à 90% des chômeurs. Donc, pendant 27 mois, on a vécu avec une baisse de notre pouvoir d'achat de 10%. Et là, je veux rendre un hommage aux mères de famille, celles qui gèrent l'argent quand ils rentrent à la maison. C'est elles qui font la repote, qui organisent ceci. C'est elles qui organisent les mariages en opération. C'est elles qui soignent les blessés. C'est elles qui font tout le boulot. On dit que c'est la moitié, mais moi je dis que c'est les 3/4, c'est peut-être 80%. Et heureusement qu'elles étaient là, elles nous encourageaient. Il faut se battre. Plus vite on se bat, plus vite on gagne, et plus vite on retrouve notre pouvoir d'achat. C'est humain. Donc, je rends un hommage appuyé à toutes nos femmes. Elles nous ont aidés, mais comme jamais on a. Si elles n'avaient pas imaginé une autre femme qui dit à son mari, partout, tu me laisses les mots, j'ai tort, ceci. Vous voyez les colibés. Non, elles étaient même dans les manifestations. En plus, elles s'occupaient de soigner les plaies, de dire tu vas en opération, l'angoisse de savoir si le mari va être arrêté ou pas. Elles ont été d'une utilité merveilleuse. Puis le deuxième rapport de force qu'on a eu, c'est les camarades des messageries. Les camarades des messageries, quand ils ont vu qu'on était engagé dans un conflit, ont décidé de ne pas faire paraître, de ne pas distribuer le Parisien libéré. Ça a été un poids important pour nous parce que, imaginons que les entreprises pirates, elles donnent les Parisiens à distribuer à nos camarades et ceux-ci à contre-cœur obligés de faire boulot. C'est net. Une autre profession est venue nous aider, les postiers. Les postiers ont refusé de diffuser les abonnés du Parisien, quand il y en avait. Donc, on a eu une conjonction de moyens, un rapport de force qui s'est lié pour nous permettre de faire face. Quand personnellement j'ai vu que nos camarades versaient 10% de leur salaire, je leur ai tenu ce langage. J'aurais dit, vous savez mes amis, mes camarades, vous versez 10%, c'est un investissement sur l'avenir. Parce que si on perd ce conflit, tous les patrons vont s'engouffrer dans la brèche. Vous avez raison, il faut nous aider et aider les autres à tenir ce conflit. Donc, j'avais expliqué à mes camarades que ce n'était pas un investissement à fond perdu,
c'était un investissement d'avenir pour pouvoir avoir le droit d'exister quand on aurait réglé ce conflit. Deuxièmement, on pouvait faire autrement. Prendre nos 600, comme on avait le contrôle de l'embauche, on les mettait dans la production et tout le monde était à moins 10. Puisque 600 venant travailler dans les entreprises par rapport à 6000, tout le monde était à moins 10% de leur salaire. Mais c'était une capitulation. On ne pouvait pas prendre, sous prétexte du contrôle de l'embauche, les mettre dans les entreprises. Il valait mieux payer pour avoir un jeton sur l'avenir. Et au passage, les 6600 salariés et grévistes, bien ils étaient motivés. Plus vite on se bat, mieux on arrive à se défendre. Et on va essayer de gagner le conflit. Alors, voilà le rapport de force premier. Est venu ensuite un deuxième rapport de force, c'est la CGT au grand complet avec Henri Krasucki. Henri Krasucki, qui était le secrétaire derrière CEDI, il n'avait pas le titre, mais il occupait la fonction. Il était partout, Henri Krasucki. Il a été pour nous d'un secours merveilleux. Ça a été aussi dans le rapport de force avec notre famille. Et puis, on a eu aussi des aides des partis communistes, des élus communistes qui sont venus nous aider, qui nous ont dit, nous on est d'accord avec vous, c'est un conflit anormal, ils ne respectent pas les lois, ils virent tout le monde sans savoir, sans donner aucun motif, ils n'étaient même pas licenciés, ils les avaient locutés, oh, je ne veux plus les voir. Et nous, on avait des camarades qui avaient décidé la grève à un moment à 98%. C'est-à-dire, c'est pas possible. On ne peut pas subir une telle humiliation avec un non-respect des lois. Il faut qu'on se batte. Et on s'est battu. Et on s'est battu. Mais arrivé la quatrième, la route secours, Lourdes. Je veux lui rendre un hommage à ce grâce. Il n'est pas là et je le regrette. Il est un petit peu en difficulté sur le plan physique. Il a été pour nous ce que j'appelle une ouverture. Il a inventé des tas de manifestations assez particulières, à tel point que même des anciens de la CGT trouvaient ça un peu particulier. C'est original, ils font des tas de choses que nous on ne faisait pas. Et puis de temps en temps, on a reçu quelques critiques, mais amicales. Ils ne comprenaient pas que notre façon de faire était différente de ce qu'ils faisaient dans le traditionnel. Nous avions compris une chose, c'est que les manifestations de la République à la Bastille, de Bastille à la Nation, c'est bien quand l'organisation syndicale organise ce genre de manif. Mais, à part les riverains, et si les médias ne couvrent pas, ben c'est un abcès de fixation qui n'a pas beaucoup d'effet sur le plan national. Nous, grâce à la Lourdes, il nous a fait occuper des tas de ministères, des endroits, des manifs. On a fait du tourisme syndical, d'action. On n'a aucun. Je pouvais dire, on pouvait être des représentants de commerce pour faire de la publicité sur les monuments qu'on a visités. Bien, ces manifestations, quand elles avaient lieu, quand on occupait la Bastille, quand on occupait le France, quand on occupait la porte Saint-Martin, quand on occupait Notre-Dame, quand on occupait ici, à chaque fois il fallait négocier le repli en volant. Je vais vous dire, la force qu'on avait, c'est qu'on disait à tout Africain qui venait, parce que c'était toujours des manifestations non autorisées, hein. On était toujours dans la manifestation sauvage. On disait, voilà, on veut bien faire le repli. En venant, vous nous mettez une voiture balisée devant, une balisée derrière, mais avant de partir, on veut une télé, une radio, un journal qui puisse diffuser le pourquoi on était là. On ne demandait pas beaucoup, 30 secondes d'antenne sur la télé. C'était des millions
téléspectateurs qui étaient au courant de ce que nous faisions. Au départ, il y avait une certaine hostilité contre les ouvriers du livre, non pas contre, mais par jalousie par rapport à leur statut vis-à-vis de l'opinion publique. Mais au fur et à mesure qu'on a expliqué la nature de ce conflit, les injustices, les inégalités et la volonté de se battre avec cette solidarité telle qu'on l'avait organisée, on commençait à gagner ce qu'on appelle les rigueurs. Les gens ils disaient, tiens, ils sont encore là, tiens, ils sont... C'est-à-dire qu'on avait mis en place, face à une puissance colossale d'Amaury, la guérilla. La guérilla, c'est quoi? C'est attaquer là où vous n'êtes, on ne vous attend pas, et faire le coup d'épingle qui va titiller sans arrêt l'adversaire et le faire douter. Il fallait qu'on le fasse douter. Lui dire, t'as beau avoir un carteron de généraux dans ton staff, on n'en a rien à foutre. Nous, on a à défendre nos professions et on veut une négociation civilisée, pas comme tu la proposes. Donc, on avait automatiquement, chaque fois qu'on faisait une manifestation, un repli en prenant, direction la rue d'Anguin, les prises de parole qui ont été indispensables, parce qu'à chaque fois, il fallait remonter le moral des troupes pour leur dire aujourd'hui c'est bien, mais demain ça sera mieux. Et puis la bataille n'est pas terminée. Et on veut une négociation civilisée. On ne veut pas une négociation sauvage où on va nous faire passer à la trappe et nous mettre au chômage. Donc ça a été ça, notre rapport de force. Et partant de là, on a fait notre chemin, et c'est pour ça que la famille lourdaise, parce que j'ai connu le père qui était chef clicheur à La Cirlo, moi j'étais délégué rotativiste, puisque je travaillais au roto. Et j'ai connu les deux frères lourdaises, Maurice et Robert. J'ai connu la femme. Tiens, elle a le même prénom que la femme. Et Christiane Lourdaise, qui était à la Fédé. Donc, toute cette famille, cette dynastie des Lourdaises, mérite d'être à l'honneur. Parce que si on n'avait pas eu le sens profond de la responsabilité, du sérieux, chaque fois il venait au comité inter pour nous dire voilà, au bureau de l'Inter, j'ai décidé confidentiellement de faire telle action. Qu'est-ce que vous en pensez? On donnait notre accord. Et on donnait notre accord parce qu'on considérait que c'était quelque chose de tout à fait particulier. Et aux grandes dames de tout le monde, on réussissait nos coups, car à chaque fois, ils étaient obligés, les flics, de négocier le retrait en bon ordre dans le cadre du redéploiement de nos manifs. Alors voilà donc, dans un premier temps, le rapport, mais pourquoi il y avait cette modernisation, le rapport de force, Amaury avec son staff et le comité inter. Alors j'ajouterais que dans le rapport de force, il y avait quand même avec nous, et puis c'est pas à négliger, le syndicat des employés qui nous ont aidés, le syndicat des cadres qui nous ont appuyés, le syndicat des journalistes, même la CFDT est venue nous voir sur les tickets de grève, Edmond Maire me disant, nous on ne vient pas dans ce conflit, on vous soutient sans participer, mais vous pouvez y aller, vous avez raison. Donc on a eu la fête, on a eu une multitude de soutiens qui sont venus nous aider dans ce conflit, qui n'était pas seulement qu'un conflit de la presse, c'était le conflit de la presse, du labeur, de la CGT et du livre. Donc l'attaque, c'était comment détruire le syndicat du livre avec son monopole d'embauche. Alors je m'explique sur le monopole d'embauche, qui a été souvent cité comme un préalable à toute forme de négociation. C'est faux. Nous n'avons pas fait de préalable avec le monopole d'embauche. On avait le monopole d'embauche qui était le résultat de faits de guerre pendant la résistance. Il faut savoir qu'au moment de la résistance, en 1944-1945, le Conseil national de la résistance
a demandé à la Fédération du Livre, à Édouard Henny, qui était le secrétaire général de l'époque, qu'il fallait qu'on relance les imprimeries du jour au lendemain. La veille, on imprimait les journaux de la collaboration, le lendemain, il fallait imprimer les journaux de la libération. Et ils nous ont demandé à nous d'organiser toute la structure technique pour relancer les imprimeries. Ce qui nous a donné, ce qui nous a permis par la note de Francis Gay, une circulaire comme quoi on avait droit au monopole d'embauche. Mais je vais vous dire, c'est un faux problème. Car derrière, il y a eu la loi Moisan en 56. La loi Moisan à l'initiative de Force ouvrière, qui contestait le monopole d'embauche des camarades dans la presse. Cette loi Moisan interdisait à une organisation d'avoir un monopole d'embauche dans les entreprises. On a dit, mais elle est inapplicable, la loi. On a des monopoles de fait. Prenez les messageries. Les messageries, c'est pas nous qui embauchions le personnel, c'était la direction. Et dans les messageries, sur 50 délégués, il y en avait 49 à la CGT. Et un qu'on perdait au plus fort reste. On avait le monopole de fait. Et des monopoles de fait, ça existait dans le labeur, ça existait dans les imprimeries, ça existait un peu partout. La CGT avait une auréole authentique de son autorité et de ses compétences. Donc je dis c'est un faux problème. Même si on n'avait pas eu le monopole d'embauche, on avait le monopole de fait dans toutes les entreprises. Et la CGT était en prisière. Alors je dis bien, les adhérents étaient là sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. Ils étaient là parce qu'ils voyaient en une organisation des militants, une organisation capable de défendre les intérêts et leurs conditions de travail. C'était ça, le faux monopole. Je dis, mais c'est un faux problème. Même si demain il n'y a plus le monopole reconnu dans nos accords, on s'en fout. On fera un peu de la politique, un peu tout doucement, de gagner au fur et à mesure que les embauches se font, de les gagner à notre cause. Et c'était le cas. C'est ce qu'on a fait avec la CGT qui nous a beaucoup aidés. Ensuite, si vous voulez, je vais peut-être arrêter là de laisser les gens. Ouais. Ok. Bon, vous avez bien fait de venir. Oui. Bon, est-ce que vous voulez intervenir, poser des questions, apporter un témoignage? Didier Lourdel, j'ai vu. Alors, vas-y. Ouais, c'est pas facile d'intervenir après M. Bugelet et Roger. Alors moi, je fais partie de une des troisièmes catégories citées par Marc, celle des culottes courtes. Et je voudrais apporter dire une petite intervention à la fois en termes de témoignage, mais aussi à la fois sur la responsabilité syndicale qu'on a aujourd'hui et de comment on a perçu effectivement le conflit. Je voudrais apporter également et souhaiter un très bon courage à Maurice, mais nous savons qu'il en a. Alors le conflit que nous évoquons aujourd'hui est incontournable dans l'histoire de notre profession et dans celle de notre syndicalisme. Il occupe encore une place importante dans notre imaginaire, car ce conflit long de 27 mois a sans nul doute permis au syndicat CGT du Livre parisien d'être encore présent aujourd'hui. Cette bataille de grande ampleur est restée dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécue comme une lutte, pas comme les autres, qui a fait grand bruit du fait de son originalité, sa détermination et de sa longévité. Elle a permis de mettre en avant les forces des syndicats CGT du Livre, et croyez-moi, ça en parle encore. Alors, il y a eu d'abord l'intelligence des responsables syndicaux qui ont su créer un outil syndical permettant de réunir l'ensemble des syndicats CGT de la profession afin de lancer toutes les forces dans la même bataille, ce qu'évoquait Roger Lancry, le comité intersyndical du Livre parisien, qui fut particulièrement bienvenu pour construire et nourrir la réflexion syndicale nécessaire
pour lutter contre l'attaque d'Emilien Amaury, le patron du Parisien libéré. Parmi les décisions importantes et originales, il y a eu bien sûr, et là aussi ça a été dit, celle de demander aux adhérents des syndicats du Livre parisien de verser chaque mois 10% de leur salaire aux grévistes du Parisien libéré, afin que ceux-ci puissent poursuivre leur lutte et assurer leur présence sur le terrain des mobilisations. Cette solidarité exemplaire fut, je pense, une des clés de la réussite du mouvement. J'imagine que cela a également permis à la commission loisirs de s'appuyer sur un nombre très important de militants. En plus des salariés du Parisien, les entreprises avaient des organisations de travail et des effectifs qui permettaient aux camarades, probablement de toute la profession, d'afficher leur solidarité, de se mobiliser très rapidement pour assurer, en effet, l'effet de surprise et de rassemblement de masse. Tous ces ingrédients ont été utilisés pour réussir ce conflit dur et long, parce qu'on est bien d'accord qu'une aventure comme celle-ci ne peut être que collective. Pour aller plus loin dans l'intervention, j'aimerais livrer un témoignage plus personnel. J'avais 9 ans en 75, au démarrage du conflit du Parisien libéré. Pendant 2 ans, les familles des salariés de la presse parisienne ont vécu au rythme de cette bataille ouvrière qui était omniprésente. J'en ai gardé quelques vagues souvenirs et je souhaite les faire partager. Le premier d'entre eux, c'est le téléphone. M'excuse, ça peut sembler con ou bizarre au choix, mais ça m'a marqué. Vous savez, ces téléphones à cadran habillés d'un écran marron. J'ai encore en tête celui-là. Bien sûr, le problème n'était pas son esthétique, mais qui n'arrêtait pas de sonner. De jour comme de nuit, il sonnait tout le temps. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Impossible de mettre un mode avion, pas de boucle WhatsApp, pas de SMS, pas de mail. Et pourtant, selon le dire des anciens, dans l'heure qui suivait le coup de fil, plus de 600 syndiqués CGT, au minimum, étaient présents au rendez-vous donné, qui souvent d'ailleurs n'était qu'une étape, ça laisse rêveur. C'est dire la réactivité et l'engagement des militants et la confiance portée aux responsables, car souvent, les camarades ne savaient ni où ils allaient, ni ce qu'ils allaient faire. Je crois qu'ils avaient mis en place, vous me confirmerez, un système d'appel en cascade. Chacun avait 2 ou 3 numéros de téléphone, qui avaient eux également 2 ou 3 numéros de téléphone, et ainsi de suite. Cela permettait de ne pas avoir à appeler tout le répertoire. Deuxième souvenir, les rendez-vous à la maison pour partir en planque, en repérage. Quand on a 8 ans, on se dit, ce sont des détectives privés ou bien. Et puis, en plus des rendez-vous, il y avait les repas, avec les potes de la CGT, bien entendu, et les histoires du Parisien libéré. Ça parlait de suivre des camions, de les intercepter, de guider leur chargement, de rodéo, de pneus crevés, ou de la manif et de la bagarre avec les forces de l'ordre, j'en passe et des meilleurs. Chacun y allait sa petite histoire, et on comprenait vite que les gars s'étaient autorisés à faire des trucs totalement interdits. Quand j'y repense, je ne suis pas le seul de ma génération présent dans la salle à l'avoir vécu gamin, c'était assez hallucinant. En fait, face à ça, quand on a 8 ans, on se dit que quand on est à la CGT, on n'est pas tout seul. On a l'humilité puisqu'on peut faire des trucs extraordinairement déroutants. On peut se battre pour son emploi avec des méthodes peu conventionnelles, c'est moins que l'on puisse dire. On peut faire un peu les bandits et défier le pouvoir, ce qu'a évoqué Roger et que nous avons évoqué plus précisément Maurice. À l'avant, on est forcément attiré par ces gaillards qui ne manquent pas d'imagination, de courage et de disponibilité. À l'époque, comme métier, je voulais faire CGT. Je ne suis pas tombé loin. Bien sûr, on ne peut pas faire de parallèle direct avec la situation en 2025. Il faut bien vivre avec son temps. Et malheureusement, de nos jours, les conditions ne sont plus réunies pour construire un mouvement comme celui qui anima le conflit du Parisien libéré. Les modernisations sont passées par là. Dans les entreprises, et les effectifs ont fondu comme neige au soleil. Mais nous sommes encore présents. Nous ne sommes pas morts, loin de là, et nous continuons à nous battre avec toujours la même boussole, la justice sociale. Et les mêmes outils, la solidarité, la fraternité et le courage. En conclusion, je tiens à dire un grand bravo, un grand merci à cette génération de militants et de responsables engagés qui ont tenu bon face à ce patron toxique qui voulait la peau des ouvriers du livre, qui ont su trouver dans le chemin de la négociation une sortie par le haut. Et je précise que le Parisien que vous avez libéré est toujours imprimé en presse au niveau national et uniquement par des salariés syndiqués de la CGT. C'est donc encore une victoire totale 50 ans après,
Merci et bravo. La parole est à Maurice Boivin. Après les tribuns qui sont passés avant moi, il est très difficile de prendre la parole. Effectivement, derrière mon camarade Locry, on l'a toujours rappelé dans toutes nos manifs, parce que c'est le seul qui faisait le mieux la tribune. Maintenant, ce que je veux dire, c'est Didier Lopez. Il est très difficile maintenant de ramener une petite anecdote. Parce que là, les trois quarts du temps, on oublie beaucoup de choses. Et j'ai déjà eu des discussions avec des camarades de l'UFR qui me disaient que les premiers qui avaient arrêté le journal, c'était l'expédition, les gars de la distribution. Je suis entièrement d'accord. La seule chose que l'on oublie, parce qu'on n'en parle presque plus, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je reviens encore derrière, je suis arrivé au Parisien libéré, à ce moment-là, il y avait la une, avec une page, et 14 à 18 pages, 20 pages, mais il n'y avait qu'une seule. Et il y avait 5-6 éditions, ce qu'on appelait les éditions, c'est-à-dire que c'était à ce moment-là les journaux avec beaucoup d'importance, c'était pour, avant la dernière heure, on filait sur Madame Steller, et on avait une deuxième édition, une troisième ou une quatrième édition, et les camarades allaient jusqu'à 2 heures du matin. C'était pour la dernière édition que l'on vendait dans la rue, par les vendeurs de rue, et que l'on envoie aussi aux provinces. Donc, ça c'est une chose. Quand je suis au Parisien libéré, les éditions étaient, pour ainsi dire, terminées. On a fait le petit format et tout. Mais Amaury a décidé de faire d'autres éditions, c'est-à-dire de faire des journaux spécifiques pour la province. Ça a commencé à Seine-et-Marne, l'Oise. Et si vous voulez, ça, il a voulu importer en province un peu ce qu'il avait. Et à ce moment-là, il y avait la rue d'Anguien et la rue Renaud-Mur. Les camarades de la rue Renaud-Mur étaient sur la nationale, c'était les patrons. De la rue d'Anguien, c'était, comme il disait, les gars, vous êtes à la campagne. Donc, on a bien travaillé pendant des années comme ça. Et un jour, la direction nous fait venir et nous dit, voilà, M. Amaury a décidé de faire une nouvelle édition. Ben, je dis, c'est très bien, on fera une nouvelle édition. Mais à ce moment-là, on va aller voir qu'il nous faudra personne. Il a dit, non, vous le faites avec le même personnel. Ah, avec le même personnel. Ben, je dis, je m'excuse, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on discute un petit peu. C'était M. de Véricourt, c'est la direction de Véricourt, Rayon, de Neuilly et Spengler, c'est terminé comme ça. Amaury mettait toujours un gars derrière pour surveiller l'autre. Ça a terminé avec Spengler, qui était le plus mauvais de tous. Bon, donc, si vous voulez, il nous dit il y a une nouvelle édition. Alors, je lui dis, bon, je leur descends à l'atelier, nos copains ils veulent une nouvelle édition. Ils disent, ce n'est pas possible, c'est pas possible, avec le même personnel. Alors, on discute, et on dit, ben non, on ne la fera pas. Alors, Amaury dit, si on ne la fera pas, attendez, si vous ne voulez pas la faire, vous n'avez pas le droit de la refuser. Et on a eu une réunion, rue d'Anguien, avec Laurency, Loiseau, Anne Caroto et moi. Et on discute directement sur cette nouvelle édition. Et il demandait à Rotatif de faire la couleur gratuitement. Et moi, il me demandait de faire une édition gratuitement. Une édition, c'est quand même 4 pages. C'est-à-dire que c'est reconnaître de la direction que du jour au lendemain, avec le même personnel, vous pouvez faire une production supérieure à celle que l'on faisait. Dans le fond, Amaury n'avait pas tort. Je ne veux pas savoir de plus de raison. Mais quand on parle du nombre de personnel qu'il a besoin pour faire le même journal que l'on faisait, on s'aperçoit qu'en province, n'est pas qu'il travaillait mieux, qu'il travaillait plus. Seulement, il n'avait pas la même conception du travail. Nous, déjà aussi, sur le plan de la région parisienne, dès qu'un gars ne foutait rien,
les trois quarts du temps, ils pensaient aussi un petit peu que ça ferait l'embauche d'un chômeur. On se battait pour pas mettre de laisser de copains un petit peu sur le sable, de sorte que l'on travaillait. Donc, je redescends, puis on fait une réunion à rue d'Anguin. Il y avait l'oiseau pour les typos, l'homme aussi pour les motos, et plus un déligoto, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est quand c'était juif, mais à l'époque où moi et moi, et je dis, ben, nous, c'est pas possible. Nous, les rotativistes disent, écoutez, si vraiment ça peut arranger, nous, effectivement, la couleur, on peut voir à la balayer. Ben, je dis, ben, moi, personnellement, je ne me rien du tout, on ne fera pas l'édition. Et je redescends, à Maurice, si c'est ça, je redescends, et à Maurice, il dit, bon, parce que vous ne voulez pas faire l'édition, ben, du jour au lendemain, je supprime toutes les éditions, et je paye le personnel uniquement sur la parisienne, avec le petit format. Et les autres camarades de l'édition, eh ben, il n'y aura pas d'édition. Je réunis les copains, je dis bon, dans ces conditions, on ne peut rien faire, on va continuer à travailler terre de rien, et on a travaillé 2 ou 3 mois, gratuitement, puisqu'on a, j'ai dit aux camarades, on a refusé la paye qui nous octroyait pour ce que lui estimait que l'on devait faire. Donc, c'est la suite de ça. Au bout de 2 ou 3 mois, on a dit, si c'est comme ça, on se fait grève, on a arrêté aussi de travailler. C'est pour ça que les NPP ont démarré avant nous, mais moi, bien avant, il y a longtemps que j'ai décidé d'arrêter de travailler. Voilà. Vous voulez dire un mot, non? Croyez. Je ne vais pas dire un mot, puis après, mais pas donner l'impression de refuser. Dire un mot. Non, ce que je dirais, sans anticiper sur ce qui pourrait être le sujet d'une suite, c'est que je pense que la remise en contexte politique économique du conflit et les préalables au déclenchement du conflit, tels que Roger les a rappelés, qui sont moins connus que ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire sur la fin de 74, début 75, sont très intéressants, éclairent bien la naissance des rapports de force dans cette affaire, la puissance à l'époque d'Amaury qui pouvait penser être en situation de pouvoir affronter le syndicat qui était a priori le plus dangereux sur la place, c'est-à-dire celui qui détenait un contrôle de l'embauche, une syndicalisation à 99,99%, une solidarité exceptionnelle, et puis un savoir-faire dans des métiers où la main-d'œuvre n'était pas interchangeable. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans la construction de ce rapport de force, le fait que il n'y a pas eu simplement un combat syndical, il y a eu aussi un combat vers l'opinion publique qui, à son point de départ, n'était pas favorable au syndicat du livre, où les ouvriers étaient supposés, c'était pas totalement faux, bénéficier de salaires qui étaient très au-dessus de la norme professionnelle et du labeur, et qui jouissaient de ce privilège de pouvoir placer la main-d'œuvre dans les imprimeries, ce qui paraissait insupportable à une grande partie du patronat et à d'autres organisations syndicales, notamment telles que FO. Mais je dirais ce désavantage de départ a progressivement évolué parce que Amaury est apparu assez vite comme un hors-la-loi. Et son affirmation, qu'il a essayé de faire juger comme telle, selon laquelle
le système d'embauche contrevenait à la loi Moisan, qui interdit la prise en compte de l'appartenance syndicale dans l'embauche, la loi dont tu as rappelé, qui est effectivement de 1956, c'est un article essentiel du Code du travail. La violation de cette loi Moisan pour Amaury, soutenue par quelques juristes de haut niveau comme Paul-Henri Tetgen, consistait à dire je ne contrôle pas, le patron ne contrôle pas l'embauche, il n'est donc pas l'employeur. Et Amaury a essayé de faire juger pendant toute la durée du conflit qu'il n'était pas le patron, et que le patron c'était les ouvriers du livre. Et au départ, il a d'ailleurs tenté de faire porter les salaires de l'effectif qu'il jugeait nécessaire, très largement inférieur à l'effectif qui était employé au syndicat du livre, et à faire valider ces offres par le tribunal comme étant considérées comme satisfactoires en disant au syndicat « Faites votre affaire de la répartition du salaire que moi j'estime utile à la production de mes journaux. » Ensuite, Amaury a voulu se séparer de son effectif au fur et à mesure qu'il mettait en place des systèmes parallèles d'impression, et notamment l'imprimerie de Saint-Ouen, avec la collaboration active de Force ouvrière. Et il a, pour ce qui concerne le personnel, je dirais, normal, considéré que les salariés n'étaient plus ses salariés, et pour les salariés protégés, il a demandé l'autorisation de les licencier en faisant complètement abstraction du fait que c'était la même activité qui se poursuivait à quelques kilomètres de la rue des Petites Écuries. Et il s'est heurté à ce moment-là à l'inspection du travail qui a refusé d'autoriser les licenciements. Et Marco, au ministre, Chirac a ordonné personnellement qu'on autorise les licenciements de salariés protégés. Et ça n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu des procédures par le tribunal administratif qui ont été conduites à cette époque par le cabinet Lioncan. Et tout cela s'est conjugué avec, aux côtés d'actions spectaculaires qui étaient très bien choisies, qui ont fait sourire l'opinion publique en faveur des ouvriers du livre, il y a eu à côté de ça cette solidarité inébranlable, mais aussi un combat juridique dans tous les domaines du droit. L'affaire du Parisien, c'est un souvenir évidemment auquel je reviens avec beaucoup d'émotion. J'ai passé pratiquement 3 années de ma vie avec mon père à y travailler tous les jours. Il y avait des centaines d'affaires. Le contentieux prud'homal a été considérable, il fallait faire payer les salaires de force et on a gagné au départ. Ensuite, il y a eu des résistances sur l'exécution. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'affaires pénales pour lesquelles Marie Jassec et la CGT avaient constitué des collectifs de défense avec des avocats prestigieux qui avaient prêté leur concours gratuitement. Bredin, Badinter, Stéphane Hadji, Roland Dumas venaient plaider dans toutes ces affaires pénales gratuitement. Le jeu consistant à demander plusieurs jours d'audience compte tenu de la durée de ce qu'on avait à dire, et ce qui encombrait considérablement les tribunaux, les obligeait à reporter à des dates extrêmement lointaines les audiences. Au bout du compte, on n'a pratiquement jamais jugé personne. Il n'y a quasiment pas eu d'accident judiciaire, c'est-à-dire que malgré le côté foncièrement illégal d'un certain nombre de choses, personne ne s'est retrouvé en prison, ou à peu près personne, ou quelques heures en garde à vue. Et à côté de ces contentieux, il y a des contentieux civils encore, etc. Bon, il n'y a pas eu un domaine du droit où on n'a pas eu l'occasion d'exercer ses compétences au niveau le plus élevé possible. On n'a pas remporté de victoire, mais Amaury n'a pas non plus remporté de victoire. Et le fait qu'il échoue finalement à faire triompher sa thèse selon laquelle il n'était pas le patron des ouvriers du livre et que le monopole d'embauche était illégal, est une thèse qui n'a jamais triomphé. Et elle n'a jamais triomphé non plus parce que les autres patrons de la presse parisienne avaient depuis longtemps compris, et comprennent encore aujourd'hui, pour certains d'entre eux, que ce système d'embauche, c'est ce qui permettait d'ajuster le niveau de la main-d'œuvre aux besoins du tirage des journaux. Et que seul ce système de mise à disposition par le syndicat
d'une main-d'œuvre complémentaire, au jour le jour, pouvait assurer des variations du tirage en fonction de l'actualité. Donc c'est un système qui était extraordinairement efficace sur le plan de la gestion des entreprises, ce qui explique que les patrons, commerçants par exemple, n'ont pas cherché à remettre en cause ce monopole syndical. Et finalement, Amaury s'est retrouvé isolé moralement, assez largement politiquement aussi, au fil des mois qui se sont écoulés, jusqu'au moment où il a eu ce fameux accident de cheval qui a fait rire toute la France avec le titre du journal Libération. Accident de cheval à Rambouillet, le cheval est indemne, titrait Libération, et en tout petit, mais son propriétaire, Émilien Amaury, est mort. Et à partir de là, se sont engagées des négociations. D'abord, le gouvernement a déclenché une médiation. Un type qui s'appelait Motin, qui était un brave homme, a déposé un rapport pour essayer de favoriser une solution négociée. Et puis après 6 mois de négociations secrètes, très secrètes au départ, à partir de janvier 1977, secret qui s'est peu à peu élargi de nouveau, et au début il n'y avait que Piot et Loiseau, ça s'est élargi ensuite à des secrétaires complémentaires, puis Lancry, etc. Et on est arrivé à une solution au mois de juin, qui a débouché au mois de juillet sur l'accord final, qui a permis quand même non seulement des indemnisations, mais surtout de trouver un emploi encore à plusieurs centaines d'ouvriers du livre, plus ou moins bien reclassés, une partie bien reclassée à Saint-Claude dans les imprimeries, une partie au NMPP, etc. Mais dans mon souvenir, et aujourd'hui il est vaste, puisque c'est 50 ans d'histoire de conflits dans le livre que je peux parcourir de mémoire, c'est quand même le seul grand conflit avec une occupation d'usine qui ne se soit pas terminé en catastrophe humaine. C'est un conflit victorieux, le conflit du Parisien libéré. Et il n'y en a pas énormément dans l'histoire des combats ouvriers. Il est temps de nous écouter. Il faut savoir que dans ce conflit, la tactique du comité inter, c'était d'isoler Amaury vis-à-vis de ses confrères. Les erreurs qu'Amaury a faites en prétextant que son journal était un journal régional, il a quitté le syndicat de la presse parisienne pour aller au syndicat des quotidiens régionaux. De ce fait, il s'isolait de tous les confrères de la presse parisienne. Ce qui veut dire que les confrères de la presse parisienne, on les a ménagés dans la tactique pour consacrer nos forces sur Amaury, essentiellement. Deuxièmement, dans ce conflit, il faut savoir que Amaury a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait des erreurs énormes en pensant que s'il y avait un interlocuteur privilégié avec qui il pouvait autoriser son appareil à négocier, il recommandait que le débat se pose avec la Fédération du Livre, avec Jacques Piot. J'ai appris dans beaucoup de bouquins qu'il avait dit surtout ne jamais négocier avec Lancry, car celui-là il est interdit de séjour. Et à la finale, tout s'est fait à l'envers de ce qu'il a dit, parce que même quand sa fille, Amaury, elle a autorisé Bélanger à entreprendre des conversations, elle avait exigé que je ne participe pas au débat. Et j'avais un strapontin, et du strapontin, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec l'intéressé pour arriver à ce résultat. Ce que je voudrais dire par rapport au côté juridique, vous n'avez pas trouvé, pareil, 1700 procès étaient en cours. Ça veut dire que 1700 camarades s'étaient fait accrocher, signer une déposition et en fait un jugement. Et nous avons démontré que c'était de la légitime défense
et qu'on avait mis en place un pool d'avocats, comme l'a dit tout à l'heure Michel Henry, ils étaient une soixantaine pour plaider des dossiers en ce qui concerne nos camarades. Il y a un élément qui est venu nous aider, c'est qu'on a attaqué le ministre au tribunal administratif. Et au tribunal administratif, on a fait condamner Durafour pour un non-respect des lois, ce qui nous plaçait en position favorable pour blanchir les 1700 procès qui étaient en cours. Car en condamnant le ministre par rapport à un excès de pouvoir et le non-respect des lois, ça mettait nos camarades dans une situation de légitime défense, obligés de faire des interventions qui pouvaient être contraires à la loi, mais qui étaient indispensables par rapport à une agression. Donc, je continue mon propos. Au mois de juin 1976, Hachette et Hersant quittent le syndicat de la presse parce qu'ils en avaient marre d'avoir de temps en temps des mouvements sporadiques dans leurs journaux. On leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils reviennent dans le bercail avec quelques interventions particulières que je vous passe. Ce qui explique qu'au mois de juillet 1976, le comité inter avec la presse parisienne, on s'est mis en conclave, c'est à la mode pendant 2 jours au syndicat de la presse parisienne pour sortir l'accord cadre de juillet 1976 qui démontrait à l'opinion publique, au pouvoir public, aux patrons que nous étions des syndicalistes civilisés. On voulait bien négocier la modernisation d'une manière moderne, civilisée, sans chômage, avec des solutions pour tous. Et l'état nominatif des 6600 salariés était inscrit, y compris le Parisien. Et tout le monde pouvait trouver une solution. Solution d'emploi, des frais retraite, des plans sociaux, des mutations, tout y était dedans, de la formation professionnelle. On avait sorti un accord béton pour démontrer, y compris à l'opinion publique, que nous étions un syndicat ouvert. Nous n'étions pas un syndicat fermé sur nous pour protéger nos privilèges, c'est pas vrai. On l'a démontré, on en avait marre de travailler dans des sous-sols. Et toutes les usines qui se sont montées après, elles sont toutes faites à l'extérieur, en banlieue. Donc on avait raison. Mais il est vrai que les effectifs ont fondu. Et comme ils ont fondu, il fallait trouver des solutions sociales pour tous. Et on a trouvé des solutions avec des plans de départ anticipés à la retraite. On a trouvé des indemnités particulières qui étaient attribuées. On a trouvé toutes ces solutions. Donc on était en position de force. Ensuite, si vous voulez, il y a eu des attentats. 2 attentats à la bombe. Un attentat qui a eu lieu contre un journaliste qui a trouvé la mort, Cabane, une confusion de noms, car le Cabane, il y avait un Cabane aux Parisiens. C'est le Cabane de l'AFP qui a été attaqué, qui est mort. Et Bergeron a été lui aussi l'objet d'un attentat. Un coup de chance, il a été épargné. Car il faut que vous sachiez, on peut avoir dans la vie des explications avec des individus. Mais on n'est pas un syndicat de malfrats et de criminels. On agissait d'une manière pacifique. On n'a jamais eu recours à des situations qui mettent en cause la vie des gens. Donc on était dans des positions de force. Cet attentat a eu lieu. Un deuxième attentat, quand les ouvriers du livre qui occupaient l'imprimerie en piquet de grève, au mois de décembre, suivez-moi bien, en 1976, il y avait les assises du RPR qui avaient lieu à la porte de Versailles, qui devait être un retentissement contre la politique de Giscard d'Estaing et toute sa bande qui était au pouvoir.
et ils devaient annoncer au public toute une réforme de leur parti pour reprendre le pouvoir. Ce jour-là, le gouvernement en question a mis en application un jugement d'expulsion qui n'avait jamais été appliqué. Car quand on a commencé à occuper les usines, on a fait l'objet d'un avis d'expulsion. Et le préfet ne l'a jamais appliqué. Mais le jour où il y a eu ces assises, ils ont appliqué le jugement, ce qui a provoqué une émotion sur le plan national de faire virer les ouvriers et de ce fait 100 000 manifestations, 100 000 manifestants dans Paris et 250 000 en province pour contester ce qui venait de nous arriver. Mais l'important de ça, c'est que le conflit social était devenu un conflit politique, car le politique s'est emparé de la situation d'occupation des camarades du livre pour les faire expulser, et de ce fait, les assises sont passées à la trappe. Ça a été un flop le plus complet, car tous les médias ont parlé de l'expulsion, mais à aucun moment de ce qui s'était passé à la porte de Versailles. Ensuite, si vous voulez, la mort d'Amaury. Le commissaire Vaillant me téléphone pour m'annoncer, j'étais dans ma maison de campagne en train de me reposer, il me dit, monsieur, c'était le commissaire principal de l'RG, monsieur, je vous annonce la mort de monsieur Amaury. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais c'est pour nous une frustration. Nous, on déplore cette mort. On nous enlève la personne avec qui on voulait atterrir. Le journal était en train de crever d'1 million d'exemplaires, il était arrivé à 300 000. Le général Laure, sans arrêt, disait à son patron, parce que Laure était le patron de l'équipe, vous êtes en train de puiser mes caisses, on est en train de s'affaiblir, on va tous crever. Et de ce fait, donc, il y a eu cette situation qu'il a fallu gérer. Après, alors je dis à ce commissaire, si vous permettez, l'histoire ne dira jamais comment ce conflit s'est terminé avec ce monsieur, Jupiter, alias Amaury. C'est comme ça qu'il l'appelait ses généraux. J'ai dit, par contre, vous constatez que je suis à la campagne et que je n'ai pas été tombé le cheval. Il lui arrive un tel accident. Alors je vous dis tout de suite, on a été expulsés manu militari avec l'armée, avec des bulldozers, comme des voyous. Et de ce fait, on a été hébergés à la maison des métallos, rue Jean-Pierre Timbaud. Comme par hasard, une deuxième bombe, un attentat à la bombe, là où on était. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 2 attentats à la bombe, avec des morts, et à aucun moment on a eu des résultats ou les enquêtes qui ont pu être faites sur ces attentats. À Cannes, le plus plat. Je voudrais expliquer encore 2 autres morts à la Bourse du Travail, à la Bourse des Finances. À la Bourse, il y a eu 2 morts. On a fait une manifestation. Une manifestation parce qu'il y avait la Bourse en direct à la télévision. Et on a dit, tiens, c'est l'occasion de profiter de la Bourse des affaires à la Bourse de Paris. On va intervenir. Manque de peau, 2 personnes décèdent. Un commissaire qui avait un cœur qui était fragile et un boursiculteur un petit peu âgé qui avait aussi le cœur fragile. 2 morts. Le lendemain, tous les journaux nous traitaient d'assassins. Lénine, responsable de la mort de 2 personnes au cours de... Il a fallu s'en expliquer, car même à la CGT, il a fallu aller s'expliquer parce qu'il y avait quand même un problème. C'est que notre fédération du livre, qui, elle, nous avait traités de cow-boys, parce qu'il y avait eu 2 morts, on a expliqué qu'on n'était pour rien. On a même offert une panoplie de euros à
Jacques Pio pour lui dire, tiens, puisque tu nous traites de taureau, tiens, vas-y, tu vas mettre ta panoplie, tu vas plus nous faire chier. Donc, nos rapports étaient très tendus avec la Fédération des lycées. D'autant plus que quand vous apprenez que Amaury choisissait ses interlocuteurs, en particulier la Fédération du livre, vous allez comprendre que ça ne pouvait pas nous faire plaisir. Mais c'est pas un problème, ça se gère. On n'a pas le pouvoir, mais on occupait les fonctions. Pas de problème. Alors on a fait l'accord 4. Alors l'accord de sortie. Comment ça s'est fait? Mes camarades me disent, tu appelles. J'appelle le général Laure, et alors, très militaire. Mon général, j'ai dit, il faut qu'on atterrisse. C'est pas possible de continuer comme ça. Il est mort. Maintenant, il faut atterrir. Il dit, je suis d'accord. Mais il dit, je suis mandaté pour vous venir vous écouter, mais j'ai aucun pouvoir. Je rapporte tout ça à Bélanger. Il a ramené tout ça à Bélanger et à Bélanger, en réunion. C'était des réunions informelles au PLL Saint-Jacques, où les quatre ailes étaient là, et avec notre camarade dans la coulisse, qui était Lourdes, et on discutait avec Bélanger comment on atterrissait. On a mis au point un accord, et on l'a présenté au gouvernement, puisqu'il fallait l'aval du gouvernement pour payer tout ce qu'il y avait à payer, les conséquences de son comportement. Donc on l'a présenté. Et Belin et Cabouse, qui était son préfet, ont dit, cet accord, on n'en veut pas. Il y a un accord en dessous. Il est vrai qu'on avait mis quelques lettres complémentaires qui expliquaient ce qui n'était pas dans le texte, entre nous. Et l'autre, il avait flairé qu'il y avait un accord et puis un accord à côté. Mais comme ils ont été jusqu'au bout, ils ont dit, on remet les compteurs à zéro. Et c'est là que je vous dis, on s'est mis dans un conclave avec le comité inter. On était assisté de Maurice Cohen pour le côté juridique, avec Marie Jassec. Henri Krasuki suivait nos travaux. Il y avait Potavin, qui était son secrétaire, qui le tenait au courant de toutes nos négociations. C'est-à-dire, on a négocié l'atterrissage avec le plein accord de la CGT sur l'ensemble des problèmes qui étaient posés. On a trouvé une solution pour l'ensemble des salariés, comme l'a dit tout à l'heure Michel Henry, et avec des solutions très fragmentées, des reprises dans l'entreprise, des reprises au NLPP, des postes pour la formation professionnelle. Il n'y a pas eu un chômeur. C'était une victoire. Une victoire, mais il est vrai que le titre était en train de crever. Car j'avais dit à mes camarades, on a deux façons de gagner le conflit. Ou Amaury vient à la table de discussion, ou son titre il va crever. Parce que le titre, c'était une victoire amère si le titre il meurt. Mais c'était quand même un exemple pour les autres journaux de leur dire attention, là ce qui vous risquez d'arriver si vous voulez faire des imitations. Donc on était parti dans un conflit à mort. Ils voulaient notre mort, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on se défende. On a gagné et on a aujourd'hui le droit d'exister avec nos camarades compris en relève qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Je tiens à le dire. L'intelligence artificielle, l'intelligence, disons, moderne, a modifié tous les repères. Actuellement, on parle qu'il faut diminuer le temps de travail, mais c'est une erreur. L'intelligence artificielle, elle va générer des millions d'emplois qui vont supprimer. Qu'est-ce qu'on fait de la main-d'œuvre? Qu'est-ce qu'on fait? Le capital, il va gagner un peu plus d'euros, mais il n'aura pas. S'il ne donne pas les moyens aux gens d'acheter les produits qu'on va fournir, il y aura une crise. Donc, la modernisation, elle nous a laminés, nous, dans le livre. Il y a des pans entiers qui ont disparu. Mais on ne peut pas aller contre. Sauf que nos camarades se sont battus avec des petits restes pour faire un grand plus et essayer de se maintenir. Et je dis bien que demain, il faudra réécrire le Code du travail. Car le Code du travail n'a pas intégré les conséquences de la modernisation qui se met en place, qui risque d'être sauvage et très
criminel par rapport à des emplois. Des millions d'emplois vont disparaître. Comment on fait? Les jeunes qui sont là, on dit au vieux, vous allez travailler plus vieux. Vous allez à 64 ans, 65. Mais c'est pas possible. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Et il va falloir trouver, et c'est ma conclusion, un moyen de faire payer en salaire social tous les robots qui vont se mettre en place. Si on ne trouve pas une solution pour faire payer tous les robots qui vont se mettre en place et qui vont faire du super bénéfice pour les investisseurs, si on n'arrive pas à les faire payer, on aura une crise très grave d'emploi et une crise qui risque d'être violente. Merci. On doit libérer à 20 h, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas tout dit, mais on en a dit beaucoup. Je tiens à m'excuser auprès de ceux et de celles qui souhaitaient intervenir et qui n'ont pas pu le faire. Pour avoir la suite, je vous propose d'adhérer à l'Institut d'Histoire du livre CGT, du livre parisien, dont vous avez des exemplaires gratuits des derniers numéros que je vous invite à vous procurer. Pour les bulletins d'adhésion, vous voyez avec Daniel Morel qui est assise au premier rang. Et avant de nous quitter, je veux remercier Michel Pichenet, malheureusement qui n'a pas pu intervenir plus longtemps pour poser des questions pertinentes. Mais c'est comme ça. Je remercie Roger Lancry, vous avez vu qu'il est en pleine forme, malgré par le poids des années, pas de prise sur lui. Il n'entend pas, mais c'est pas grave. Et donc, affaire à suivre, prochaine séance à l'automne, dans les locaux de l'Union départementale de la CGT à Paris. Et surtout, tous ensemble, on va se lever et souhaiter envoyer un salut fraternel et très chaleureux à Maurice Lourdes.